Donc Bernard Trigon, je suis chambérien depuis 2006 et en Savoie depuis 1992. Je participe au niveau de la ville à différentes associations et au niveau politique, j'étais membre de Ensemble. Je suis davantage en retrait actuellement, plus proche de la France Insoumise. Et une expérience aussi politique avec une participation lors de la campagne électorale de 2014, notamment sur la liste menée par Laurent Ripart à ce moment-là. Et actuellement, j'observe, parce que je n'ai pas franchi le cap d'adhérer au mouvement citoyen. D'autre part, j'ai aussi une activité syndicale avec la CGT. Voilà. Alors, dans ce livre, qui est assez ambitieux, parce que vous brassez, on va dire à partir de 2008, mais surtout à partir de 2014, vous faites un parallèle entre les événements et les décisions des gouvernements successifs au national, ouais, avec les décisions ou les événements au local à Chambéry. Alors expliquez-nous ce parallèle que vous avez voulu faire. Alors le parallèle, au début, c'est effectivement, j'avais vraiment quelque chose qui était très orienté sur la ville, mais en fait, c'est difficile de ne parler que de la ville sans parler des événements qui se passent au niveau politique et qui influencent ou vont directement aussi impliquer la ville. Hein, c'est la politique depuis Sarkozy déjà qui a commencé de faire payer les collectivités territoriales au niveau de l'endettement de l'État suite à la crise de 2008 et qui vont se poursuivre gouvernement après gouvernement. Donc on ne peut pas ignorer ces éléments-là et ne pas les mettre en perspective pour comprendre que en fait, ce qui s'applique à la ville, c'est ce qu'elle reçoit comme obligation de l'État et sur lequel eh bien, elle n'a pas de prise ou du moins la réaction des municipalités est très faible. Donc là, on est à la fin du mandat de Michel Dantin. Dans cette période que vous balayez, 2014-2020, quel est l'événement, en dehors des emprunts toxiques, on en reparlera, qui marque, d'après vous, la période chambérienne, quoi? Ce qui marque, il y en a plusieurs, mais les éléments majeurs, je dirais, c'est et les éléments, disons, qui persistent sur la ville, hein, et qui sera forcément une obligation pour la nouvelle municipalité, s'il y en a, qui va continuer après Dantin. C'est le problème écologique. Qu'on le veuille ou non, il est prégnant et il y a un des vecteurs essentiels sur l'écologie, c'est la pollution. On a deux aspects dans cette pollution. On a l'aspect de la VRU, la présence d'une circulation abondante, chargée, avec des poids lourds importants qui dégagent de la pollution. Il y a un deuxième élément, c'est la partie industrielle, la partie traitement des déchets, etc., sur la ville, qui pollue la ville à certains moments. Et on a, donc ça c'est l'activité quotidienne, et on a l'effet climatique qui se passe, je dirais qui n'est pas propre au réchauffement, mais qui peut s'accélérer avec le réchauffement. C'est les aspects qui concernent essentiellement, donc lorsqu'on a un chapeau thermique qui vient se mettre, une élévation des températures assez importante, avec absence d'aération, de ventilation, et donc qui vont, je dirais, faire chauffer la marmite, et donc qui concernent tout le bassin chambérien, mais ça va depuis Grenoble jusqu'à Annecy, Genève, etc. Les vallées alpines en général, quoi. Le sillon alpin dont on parle effectivement régulièrement. Bernard Trigon, on se retrouve devant la Société Générale pour évoquer un des sujets importants que vous abordez dans ce livre, c'est les emprunts et surtout les emprunts toxiques de la ville sous le mandat Laclais-Besson et puis avec la mandature Dantin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu, nous rappeler le panorama de ces emprunts toxiques ?
c'est vrai que quand on veut dresser un panorama de cette question-là, c'est une affaire très technique, juridique. Il y a des systèmes complexes au niveau des calculs des taux d'intérêt où plus personne ne comprend rien. C'est peut-être fait pour ça d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Ça sert bien à embrouiller justement la personne intéressée. Alors là, il s'agit essentiellement des propositions qui ont été faites de taux intéressants qui étaient proposés aux collectivités territoriales, donc ce qui concerne les municipalités, mais aussi les hôpitaux, les théâtres, etc. Enfin, énormément de personnes, ou intercommunales d'ailleurs aussi. Et la conséquence, c'est que ces taux intéressants, eh bien, forcément, attiraient le client. C'est-à-dire, on proposait des taux à 2%, alors que généralement, à l'époque, dans les années 2000, les taux pour une collectivité étaient tournés autour de 4 à 5%. Donc c'est un peu comme ça qu'on a attrapé les abeilles, on a mis un peu du sucre en mettant un taux favorable. Et ne comprenant pas la complexité, etc., et rassurant le client en lui faisant valoir bien entendu la situation économique qui était éminemment favorable, calme, et donc offrait l'intérêt bien entendu de laisser croire que tout se passerait comme il faut. Il y a 125 millions de la masse des emprunts qui donc sont concernés, et parmi cette somme-là, on en a pour 29 millions d'emprunts toxiques. Donc, ça c'est 2010. 2010, oui, tout à fait. Donc ça c'est ce qui part. Et le problème donc pour la ville, c'est ils se sont engagés là-dessus, ils se sont aperçus qu'il commence à y avoir déjà des problèmes dans certaines municipalités et tout. Et le problème de fond aussi, c'est que la ville est très endettée. C'est pour ça le titre de mon livre, Une ville dans la crise ou crise de la ville, c'est de mettre en évidence que la ville est en crise parce qu'elle a beaucoup emprunté et donc il faut qu'elle rembourse. Et ces éléments-là, bien entendu, au moment où va bientôt arriver les élections municipales, Bernadette Laclais va essayer de diminuer cette somme-là pour montrer, je dirais, à la partie de droite et aux gens qui sont toujours très réservé sur ces questions d'emprunt, que la ville n'est pas si endettée que ça. Au contraire, elle s'améliore. Et alors que la ville est elle est à 2300 euros par habitant d'endettement, elle va, par une négociation avec les différentes banques concernées, etc., elle va le ramener à 2000 euros, de façon à rassurer en quelque sorte que on est en voie d'amélioration, etc. Mais cette contrepartie je dirais, de bidouillage des chiffres par une négociation, eh bien, c'est que malheureusement, les emprunts sont toujours présents, ils sont lourds, et ils ont été encore plus étalés dans le temps. C'est-à-dire qu'en échange d'une baisse de l'endettement par habitant tel qu'il est défini, eh bien, en fait, on a un allongement de l'endettement. Et d'où le problème majeur, c'est que cet endettement, quand il sera calculé par l'équipe d'Antin et notamment par l'audit en 2014, on constatera qu'on en a pour 43 ans. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, et toutes les municipalités depuis 2014, je dirais, eh bien 43 ans, vous avez compris qu'il y a 2 générations qui sont concernées. Pour rappeler, en vous appuyant sur des documents, essentiellement parce que c'est lui qui a été l'auteur sur Chambéry, le conseiller municipal d'opposition Laurent Ripart, avec son blog, vous rappelez finalement que suite à cet article de Libération, repris au local par Laurent Ripart, la municipalité nie la réalité des emprunts toxiques. Hein.
Alors oui, ça c'est son problème majeur, l'affaire est double, je dirais. Hein. Le premier effet, c'est journalistiquement parlant, c'est de mettre en évidence les risques majeurs de cet endettement et les menaces qui pèsent sur l'ensemble des collectivités territoriales qui sont associées à cette forme d'emprunt. Le deuxième élément, c'est la réaction à partir de l'étalement public de cette affaire dans la presse. C'est qu'on voit ouvertement la négation de la part de Bernadette Laclais. Or, la négation n'est pas fortuite, c'est parce que justement elle a négocié en quelque sorte ces emprunts en essayant d'effacer les effets négatifs. Mais malheureusement, les chiffres parleront et reparleront à plusieurs reprises. Et cette négation, elle va durer longtemps, puisque même en 2014, hein, on a cette fameuse citation du 1er novembre 2014 d'Henri Dupassieux, qui est maintenant conseiller municipal d'opposition, hein, qui dit, presque comme il se vantait, que les emprunts toxiques ont même rapporté de l'argent. Et juste après cette déclaration, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce que tout le monde craignait dans le milieu économique, dans le milieu bancaire et dans le milieu politique, c'est qu'effectivement, un des éléments, un des paramètres de calcul de ces taux d'emprunt soit modifié et entraîne par conséquent une multiplication des remboursements d'une façon très élevée. Et c'est pour la ville, concrètement, ça va être une multiplication de combien? Alors, ça se multiplie par 3. C'est-à-dire, au lieu de rembourser 2 millions, eh bien, on va passer à 6 millions de demandes de remboursement et on voit par là même toutes les conséquences. Et là, il ne s'agit que d'un élément qui va bouger, c'est celui qui est calculé sur un taux stable du franc suisse qui malheureusement va exploser, mais on a d'autres calculs hein, qui ont été fixés sur la livre à ce moment-là au niveau anglaise, etc. Ou même japonaise, etc. Donc, toute modification qui interviendrait dans la situation économique politique, eh bien, pourrait du jour au lendemain éclater. C'est ce qui va se passer justement en janvier. Et ce qui est le plus redoutable pour un élu politique, c'est qu'effectivement, en novembre 2014, il fait la déclaration que grâce aux 2%, eh bien, effectivement, la ville s'est enrichie de faire des constructions rapidement, mais il laisse complètement de côté le fait que... Qu'est-ce qui se passera si malheureusement ça venait à se modifier et donc leur péter la figure? Et c'est ce qui va se produire. Et donc les avantages qu'ils ont donnés d'un côté, ils vont les perdre immédiatement et je dirais cash. C'est vraiment le cas de le dire. Il y a la mandature d'Antin, on est dedans. En quelques mots, comment vous pouvez nous dire comment cette municipalité d'Antin-du-Lin a réagi par rapport aux emprunts toxiques? On pourrait considérer 2 périodes. La période donc avant le changement qui va être affecté par la crise de ces emprunts, et puis le pendant, c'est-à-dire l'accession au pouvoir à la commune. Alors avant, Dantin, il a fait comme beaucoup, malgré que ça soit dans la presse ou quoi que ce soit, il a ignoré. Il n'a jamais cherché à savoir exactement le fin fond, qu'est-ce que la ville avait, quelle part la ville avait dans les emprunts toxiques, elle était très faible, forte ou pas. Donc ça c'est le premier élément, et donc il n'a fait aucune proposition sur ces points-là. Le deuxième élément, c'est effectivement, il en a pris conscience quand ça commençait à péter, et que donc il avait formulé un audit financier qui soit fait. Donc il l'a fait immédiatement, finalement à la prise du pouvoir, hein, puisque dès les élections d'avril, en juillet, c'était fait. Il avait à ce moment-là le chiffrage complet, etc. Donc on était à combien, on rappelle?
Là, on est pour la ville, j'arrondis, hein, à 30 millions. En tant qu'élu, pendant des années, il n'a pas observé quoi que ce soit entre les années 2008 et les années 2014. Il n'est pas allé chercher, voir un peu les détails de ces efforts. Voilà. Oh, excusez-moi, on peut rappeler hein, que quand même, il n'y a qu'un seul conseiller municipal, oui. d'opposition Laurent Ripart, qui va mettre ça sur la table publique. Hein, tout à fait. C'est tout à son honneur. C'est un peu étonnant d'ailleurs. Hein. C'est tout à son honneur et c'est tout à la surprise aussi de voir que les élus de droite faisaient une espèce de confiance aveugle dans les chiffres que l'on leur communiquait et qu'ils ne se posaient pas la question, alors que la presse déjà commençait à en parler, et qu'ils ne se sont pas posé les questions de savoir la réalité de la ville. Donc son attitude, une fois qu'il va être élu, et connaître les chiffres, eh bien c'est effectivement, il va appliquer des mesures draconiennes parce que il est dans l'incapacité de rembourser et de payer les intérêts. Hein. On en est là. Donc la conséquence, c'est il va augmenter les impôts, chose qu'avait déjà fait la municipalité précédente. En 2011, d'une part, et donc il va être obligé de faire. Alors que bien entendu, dans son programme, il avait juré, craché que machin. Bon, il suffit de lire les documents, et les documents qui ont été publiés indiquent bien qu'il y a 7 millions d'emprunts qui existent encore. Emprunts toxiques. Hein. Emprunts toxiques sur les 30 millions qu'il y avait au départ. Donc on voit bien qu'il y a eu un écrémage qui a été fait d'une façon importante. Mais le fonds demeure. Il en reste 7 millions. Qui là encore, ça dépendra du niveau du yen. S'il y a un problème à l'autre bout du monde qui arrive au Japon, d'une crise subite ou quoi que ce soit, là encore, on aura une explosion moins importante que celle précédente, mais qui auront des effets dévastateurs là aussi pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut dire, pourquoi vous avez voulu intégrer cette dernière partie-là avec cette articulation avec la campagne pour mars 2020 ? Justement parce que au vu de la situation de la ville, tout est entre les mains de ceux qui vont s'engager dans cette campagne et quelles sont leurs solutions par rapport à cette situation d'endettement de la ville et qu'est-ce qu'ils vont préconiser comme amélioration, quoi que ce soit. J'étais intéressé par cette dynamique avec les réserves qu'il peut y avoir. C'est pour ça que je suis un petit peu en retrait. C'est-à-dire qu'on arrive un peu masqué dans ce mouvement citoyen. C'est-à-dire que c'est quand même une dominante d'élus et de représentants d'Europe Écologie Les Verts qui ont proposé un modèle, etc. Et qui... un peu avec étonnement, c'est-à-dire il propose que c'est à prendre ou à laisser là aussi, donc c'est alors que le mouvement s'engage, mais il ne s'engage pas immédiatement sur la question du projet complet, et il ne définit pas en priorité le programme, il laisse venir les choses comme ils disent, ça va mettre du temps, beaucoup de temps. Et d'autre part, il n'aborde pas la question de la prise du pouvoir en tant que tel. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont y accéder seuls ou avec d'autres mouvements ou organisations politiques, etc., etc. Ce dont vous parlez quand même, il faut le dire pour qu'on comprenne, hein, c'est d'alliance ou pas avec Thierry Repentin. Hein, parce que Thierry Repentin a fait une proposition il y a un mois d'une liste unique. Hein. Oui, alors ça c'est vrai que je l'ai découvert par hasard, je dirais tout à la fin que justement je réalisais le livre et je ne l'ai pas introduit fortement, je n'ai pas pu l'introduire dans le livre quand je l'ai clôturé. C'est qu'effectivement depuis le mois de juillet, le mouvement citoyen était en conversation avec Repentin. Et moi quand je vais me présenter aux différentes réunions d'octobre et novembre, et qu'on va voir l'alliance, y compris avec le Grand Chambéry solidaire, je suis surpris, je suis étonné qu'à aucun moment n'ait évoqué ce cas de discussion pour ou contre
avec les personnes, c'est-à-dire déjà commencer un petit peu à sonder et tout. Alors on aura un peu cette dichotomie d'un mouvement de grand chambéry solidaire qui affirme sa présence avec les autres et dit dans son slogan de présentation ni Dantin ni Repentin, et de l'autre côté un silence assourdissant, je dirais, de qu'est-ce qui se passe en fait avec Repentin. Alors, ce qui est tranché, on peut le dire, hein, ça a été, comme vous le dites, d'une façon assez ambiguë, mais ça, enfin, ils l'ont dit dans l'espace public, il n'y aura pas de liste unique au premier tour. Mais il n'empêche que, comme vous le citez, la liste menée par, enfin, le groupe mené par Guy Fajot hein, est vraiment contre une alliance ou un appel à voter pour Thierry Repentin. Mais par contre, le mouvement, maintenant, en général, n'a toujours pas décidé. Hein, donc, on est toujours ah non, il n'y a toujours pas de décision, puisque officiellement, ils ont pris parti pour l'indiquer que seulement le 12 février, c'est-à-dire vraiment à 10 jours de la clôture des listes et du lancement de la campagne officielle, je dirais, municipale. Bon, en même temps, ça va être enfin clair, disons, avant le premier tour, les électeurs et les citoyens sauront si ce mouvement-là fera alliance avec Repentin ou pas, et si ça leur plaît ou pas, quoi. Oui, mais pour beaucoup d'habitants, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je vois bien autour de moi ou dans les conversations que je peux avoir dans différents endroits, au niveau syndicat, au niveau associatif, etc., ou même avec les habitants et tout, il y a une inconnue. Il y a une inconnue, c'est je ne sais pas pour qui je vais voter encore. J'ai des réserves j'ai des réserves sur le mouvement citoyen parce que c'est intéressant, parce que on a cette espèce de rejet un peu des organisations politiques. Ça, je dirais, c'est un habillage. Il faut aller quand même un peu plus loin sur la question. Mais le fond, c'est que les gens ils disent, oui, mais avec qui ? Et, il y a là quand même un marqueur, je dirais, politique important. Alors, Bernard Trégon, ce livre, on le trouve où ? Eh bien, on le trouve à Chambéry, on le trouve dans une très bonne librairie, la librairie Jean-Jacques Rousseau, qu'il est en vente. Et normalement, au courant du mois de, je dirais février, j'organiserai une rencontre, mais il y en aura d'autres aussi dans la ville, par exemple. Merci beaucoup.